Laura, nous allons commencer. Merci. Bienvenue à tous. Je suis de l'Université de Bergamo, membre fondatrice de cette plateforme, et je coordonne un groupe de recherche. C'est le plaisir d'être l'animatrice de cette séance au milieu de la tempête, le Covid-19 et le secteur agricole. Nous savons tous où nous en sommes, nous savons quelles ont été les mesures adoptées dans les différents pays, dans le monde entier, dans le sud. Les mesures de confinement ont été levées et les personnes peuvent à nouveau se déplacer. Les visites sont autorisées pour l'instant, en tout cas. Cependant, les effets de cette crise restent importants pour des millions de personnes et dans le secteur agricole en particulier. La pandémie ne fait qu'ajouter des défis auxquels sont confrontés les agriculteurs en temps normaux, sécheresse, inondations, intempéries, etc. Je dirais que ce n'est pas simplement un ajout, les effets s'aggravent et ce sont surtout les communautés vulnérables qui encourent des risques et qui sont en train d'accroître de manière exponentielle. Alors, comment les agriculteurs vivent-ils ce défi? Quelles sont leurs expériences? Comment réagissent-ils? Et quelles sont les perspectives pour le secteur agricole? Quel rôle peuvent jouer les différentes parties prenantes, les prestataires de services financiers, les bailleurs de fonds, les ONG, les décideurs politiques? Nous pouvons avoir un échange de vues sur tous ces sujets avec nos panélistes. Alors, Michael de Groot de la Fondation Rabobank Fonds Rural est présent. Il a une expérience de 27 ans dans le domaine de la microfinance rurale et des chaînes de valeur agricoles. Il a travaillé en Afrique, en Asie et dans d'autres endroits également. Massimo Pera s'occupe de plusieurs projets dans le cadre de services financiers mis à disposition de l'agroalimentaire. Et il a de l'expérience avec plusieurs programmes. Prochaine diapo. Alors, nous allons inviter nos panélistes à partager leur point de vue avec le public et en même temps, je demande au public de contribuer à la discussion. Les diapos qui sont affichés à l'écran montrent quelques avis qui ont été exprimés au cours de la crise du Covid. Alors, comment les gens ont-ils géré le stress ou la pression exercée pendant ce temps? Alors, absence d'accès à des informations ou difficulté à comprendre la situation. N'hésitez pas à intervenir dans le chat et nous transmettrons vos questions aux orateurs. Et je suis sûre qu'ils pourront répondre à vos commentaires et les intégrer dans notre discussion. Je vais donner la parole à Massimo, tout d'abord. Bonjour. Merci beaucoup, Laura, pour cette introduction et merci à tous. Michael et moi allons vous donner un aperçu des effets de la pandémie sur l'agriculture. Je vais vous donner une vue d'ensemble rapide des tendances en matière de production et de prix, une vue d'ensemble des tendances mondiales et puis nous allons aborder le détail, voir ce que ça signifie pour les paysans et les chaînes de valeur. Alors, de manière générale, les effets de la pandémie sur les produits agricoles ont été différents si l'on compare certains produits agricoles et des produits ayant une autre valeur ajoutée. En fait, les matières premières sont intenses en capital. L'impact a été moindre. En fait, le principal impact portait sur la logistique, les restrictions de déplacement concernant les infrastructures, les transports
ont été importants. Maintenant, pour ce qui est des matières qui exigent une main-d'œuvre importante, donc l'impact a été important. La production a été ralentie, les échanges commerciaux également, et surtout pour les cultures qui sont périssables, qui ne peuvent pas être gardées longtemps, donc des fruits, par exemple, qui ont été perdus. Michael, peut-être que voulez-vous parler du café et du chocolat, de ces produits-là? Oui, je devais juste allumer mon micro. Oui, il est 15 heures. Bon, ce n'est pas évident que de continuer à écouter. Nous essayerons de garder la discussion vivante. Donc, si vous avez des commentaires ou des expériences à partager, n'hésitez pas. Alors, par rapport à ce que Massimo vient de dire, Massimo de la FAO, donc l'impact sur les différents produits, petite interruption. Ce que nous avons constaté, ce sont des changements importants. Par exemple, dans le domaine du café, beaucoup de choses ont été fermées les premiers mois. Tout le monde a commencé à consommer du café à la maison. Ce qui a changé alors, c'est que les cafés, les restaurants étaient fermés les premiers mois et tout le monde a consommé à la maison. Mais ce n'est pas non plus comme s'il y avait eu un effet sur la qualité du café. Le modèle d'achat ou d'acquisition a changé. Il était possible de vendre des volumes, mais c'était la demande était un peu différente en Europe et aux États-Unis. Peut-être qu'il a fallu vendre à des prix inférieurs. Maintenant, pour ce qui est du cacao, du chocolat, moins de consommation. Voilà ce que nous avons observé. Évidemment, il y a des limites à ce qu'on peut consommer à la maison. Donc, les prix ont diminué pendant un certain temps. Et puis, pour les autres produits, très très rapidement, en Afrique du Sud, il n'y a pas eu beaucoup de changements pour ce qui est des oranges, mais tout à coup, les exportations ont été interrompues. En fait, les activités non essentielles ont été fermées par le gouvernement et donc il y a eu donc des effets secondaires de cette crise. Nous l'avons remarqué avec la production de fruits locaux. Les marchés locaux ont été fermés à cause de la peur de la propagation du virus. Donc pour ce qui est des aliments frais, des légumes frais, ils n'ont pas pu être acheminés au marché. Et dans les prochaines diapos, comme nous allons le voir, pour le lait par exemple, dans un premier temps, il a fallu jeter du lait parce que le lait frais ne pouvait plus être transporté, acheminé aux consommateurs. Et puis il y avait une pénurie de lait pendant un moment, les prix ont augmenté. Donc vraiment des tendances assez aléatoires. Massimo. Oui, les transports ont été affectés. Donc il y a eu, oui, des changements au niveau des exportations. Et comme effet secondaire, une fois que les confinements étaient en place et que beaucoup d'activités ont dû fermer, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et cela a impacté surtout les femmes. Les femmes, cela a eu un effet sur l'écart entre les femmes et les hommes et également les transferts d'argent. Alors, beaucoup de personnes ont perdu leur source de revenus sans avoir de filet de sécurité. Et donc, en fait, les transferts d'argent ont été réduits également. Donc, beaucoup d'effets secondaires, surtout pour les zones rurales. Et ici, sur cette diapo, une vue d'ensemble sur les prix. Parce que c'est assez pertinent également. La carte que vous voyez à l'écran a été préparée par la FAO et mise à jour régulièrement. Vous voyez ici ce qui s'est passé entre le mois de février et novembre. Beaucoup de pays ont vendu à un prix plus élevé, une augmentation du prix de 3 à 4%, surtout
l'Europe, les États-Unis, la Chine également, là, il y a eu une augmentation, ces 9 derniers mois, une augmentation de 3-4%, étant donné que la quantité de certains produits a augmenté. Dans les pays BRICS, la moyenne est un peu plus élevée, 7-9% d'augmentation, mais l'augmentation la plus nette a été observée dans d'autres pays. Et il y a d'autres facteurs qui ont contribué à cette hausse de prix. Et là, l'impact de la pandémie a été important. En Argentine, par exemple, la raison pour laquelle le prix des produits alimentaires a augmenté, c'est dû à des questions de devises. Et puis les fruits, les légumes, leur prix a augmenté. Au Soudan, augmentation également. Là, c'était aussi la dépréciation de la monnaie du pays. Et puis des perturbations qui ont affecté le secteur alimentaire suite à la pandémie. Donc vous voyez ici une carte, il y a eu une augmentation moyenne des prix, mais si l'on tient compte des augmentations dans d'autres périodes, c'était tout de même plus important cette fois-ci. Michael, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, juste quelques éléments brièvement. Les mesures adoptées par les gouvernements. Les gouvernements ont fermé les frontières. Par exemple, des exportateurs, il y avait des exportations de riz ou d'autres céréales qui ont été mises à l'arrêt. Les gouvernements ont fermé les frontières parce qu'ils voulaient avoir une sécurité alimentaire pour leur propre population. Et donc, il y a eu des pénuries dans d'autres pays. Et ce sont surtout les populations pauvres, rurales, qui en ont souffert. Donc, qui ont souffert bien plus en raison du caractère strict des mesures adoptées. Oui, tout à fait. Ici, sur cette diapo, sur ce graphique, vous voyez la tendance des prix sur la base de l'indice des prix de la FAO, qui tient compte des changements mensuels pour un panier spécifique de produits, viande, céréales, produits laitiers. Donc vous voyez l'évolution, une diminution pendant quelques mois et puis une augmentation à nouveau. Voilà ce que nous montre cet indice. Pour les produits, pour la viande, c'est l'un des secteurs qui a été le plus touché par les effets de la pandémie. La demande, en effet, a diminué. Donc, d'un certain secteur, traiteur, restauration, donc il y avait des goulots d'étranglement, des problèmes au niveau des transports, des exportations et la disponibilité réduite des devises. Donc, une diminution de l'importation de viande. Et le secteur dans son ensemble a été touché. Donc, vous pouvez voir ici l'évolution des prix. Michael, des ajouts? Juste pour les produits laitiers. Bien sûr, c'est un graphique beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de variables qui entrent ici. Mais pour ce qui est du lait frais, on a pu observer clairement qu'en raison des problèmes de transport, les agriculteurs ne pouvaient pas garder le lait pendant des mois. Ils ont dû le jeter. Et donc, le prix du lait frais a diminué. Et certains ont dû abattre leurs animaux, les vaches. Et il n'y avait pas non plus assez de capacité pour traiter le lait, pour le transformer en d'autres produits. Donc il y a eu des effets importants sur les prix des éléments que l'on n'avait pas observés ces dernières années. Massimo. Oui, nous pouvons passer à la prochaine diapo.
Prochaine diapo. Moi, je vois toujours la même page qui est affichée à l'écran. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante, la présentation? Cela arrive, un peu de patience. Bon, je vais commencer déjà peut-être à vous présenter ce que vous allez voir sur l'écran suivant. Il s'agit en fait du secteur basé sur des interviews téléphoniques. Nous avons, avec des agriculteurs, nous avons eu un feedback des agriculteurs en lien avec la pandémie. Est-ce que ça s'affiche maintenant? Toujours pas. Michael, qu'est-ce que je fais? Je continue ou tu veux y aller? Le microphone est coupé, Michael. Michael, il faudrait allumer le microphone. Bon, ben, on va faire de mémoire alors. Non, non, moi je l'ai devant moi, hein, ça va, hein, mais... Bon, je continue. 500 exploitants agricoles, élevage et agriculture. Et dans ces interviews, pendant la petite saison pluvieuse, l'information principale que nous avons obtenue de ces agriculteurs, c'est les défis au niveau de la trésorerie. Bien sûr, cela va sans dire, pas de trésorerie, difficulté à vendre les produits, manque de liquidité en général. Des intrants n'étaient pas vraiment accessibles, les prix ont augmenté en raison des restrictions. Pour les agriculteurs, il était difficile d'atteindre leurs négociants et d'avoir les intrants au prix habituel. Donc prix plus élevé. L'accès au marché a été impacté également par les restrictions. L'information sur les prix normalement disponibles à beaucoup d'agriculteurs ne l'était plus. Ce qui a conduit à une perte. 25% des exploitants ont déclaré une perte dans au moins une de leurs sources, puisque la plupart des agriculteurs ont une diversification, mais au moins une source était perdue. Et ça s'est fortement accru en termes de vulnérabilité. L'impact s'est fait ressentir donc sur la nutrition et la sécurité alimentaire, puisque les agriculteurs ont dû se battre pour assurer une qualité moyenne alimentaire, des produits, et il a fallu, en l'occurrence, opter pour des denrées de moindre qualité. Et ça a été donc un effet réel de la pandémie. Michael, n'hésitez pas à intervenir. Hein, Alors, ce qu'on voit ici, c'est un exemple. Il s'agit de petits exploitants. Il ne s'agit que de l'exemple du Kenya du point de vue statistique, mais ça s'applique tout à fait à d'autres pays. Les petites structures ont eu beaucoup de mal en raison d'autres causes. Le secteur des intrants qui ont eu un peu peur. Les CMF, les SACO n'ont pas eu les liquidités nécessaires dû au retard de paiement, même si donc c'était un impact pas très élevé à court terme. Il s'agissait avant tout de préoccupations par rapport à ce qui pourrait survenir lors de la saison suivante. S'il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'est pas possible de produire non plus, et l'impact peut être important l'année prochaine sur la production alimentaire. Voilà donc l'effet à long terme, et surtout en termes de groupes vulnérables. Pour 500 millions de petits exploitants qui servent de milliards de citoyens dans les villes. Voilà pour l'impact, et vous pouvez maintenant présenter l'écran suivant. J'aimerais bien afficher mon écran, en fait, ce serait plus simple. Non, ça ne marche pas? J'aimerais essayer de switcher. Ça devrait venir, dit Laura.
Bon, attendons. Alors pour l'ajustement des exploitants, notamment les PME, il a fallu réduire l'engagement d'intérimaires pour le désherbage, la récolte et les labours. Il a fallu alléger la charge sur les producteurs, réduire les achats d'intrants et commencer à vendre les produits même s'il y avait des problèmes d'accès au marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que le vecteur principal de ces ajustements apportés par les exploitants n'était pas la réduction des coûts en tant que tel. Enfin si, c'était quand même la réduction des coûts. Ce n'est pas les préoccupations sanitaires plutôt, en raison du Covid. En Afrique, en Asie orientale, en Amérique du Sud, dans beaucoup de villages, tout simplement, il n'est pas possible d'appliquer les restrictions, les confinements. Et les chiffres qu'on a vus en Afrique subsaharienne n'étaient pas aussi graves qu'en Europe, par exemple. Donc, la population n'était pas autant concernée par les aspects sanitaires, mais plus par les aspects liés au coût. Merci. Alors, destiné à l'audience, n'hésitez pas à poser vos questions, à envoyer votre expérience. Ce que j'ai cru comprendre des collègues d'Inde, du Pérou, de Bolivie et d'Équateur, c'est par exemple que pour l'Inde, un énorme pays, plus d'1 milliard de personnes, les travailleurs locaux, les migrants ont été renvoyés chez eux, renvoyés des villes en raison des confinements. Il y a eu un chômage important, plus de travail n'était disponible dans le secteur informel, dans les villes, et ils se sont rendus dans les campagnes où là-bas non plus il n'y avait pas de besoin à combler. Alors comment répondre à cette problématique? Idem pour le Pérou. Les gens ont commencé à expliquer que même s'ils le souhaitaient, même s'ils étaient conscients de la gravité de la situation sanitaire, même s'ils connaissaient les réglementations sanitaires, mais par le simple besoin d'alimenter leurs enfants, ils ne pouvaient pas rester ne serait-ce que 2 semaines à la maison, car ils avaient besoin de travail pour survivre. Autant d'effets corollaires que l'on peut évoquer. Je pense que nous pouvons passer à l'écran suivant. Peut-être que l'on peut encourager l'audience à apporter ses contributions. Il n'y a pas encore de message dans la section chat. Mais vous savez, ces 2 intervenants ont une grande expérience et je suis certain que dans l'audience où il y a également des personnes qui ont le même niveau d'expérience, n'hésitez pas à apporter votre contribution pour alimenter cette discussion. Alors, sur cet écran, concernant l'impact, eh bien, nous n'avons pas vu d'impact immédiat pour les premiers mois. Nous avons pu nous appuyer sur les stocks qui existaient, pour les grandes cultures en tout cas. Cependant, l'impact de la pandémie dépend de plusieurs facteurs et dans la saison à venir, nous allons voir des effets à moyen terme car cela dépend de plusieurs facteurs. Michael n'hésite pas à intervenir. Ça dépend du cycle de production, des restrictions en termes de mobilité. Si on ne peut pas se déplacer par exemple, si on ne peut pas se rendre au champ, si on ne peut pas évaluer les dégâts, on ne peut pas être remboursé, les institutions financières ne peuvent pas décider si vous êtes éligible à un prêt, par exemple. Voilà, c'est ce type de restrictions que je veux évoquer. Michael.
Désolé, j'interromps, mais je vois d'excellentes questions et remarques qui s'affichent. Alors très rapidement, Nancy, je ne dis pas les noms de famille pour des raisons de respect des données personnelles. Pour le Cambodge, situation similaire du point de vue sanitaire, les frontières ont été fermées, donc le secteur informel s'est stoppé immédiatement. Et nous voyons notamment que si je fais référence à Jamie Anderson, CCAP des journaux personnels, bien souvent ces familles très démunies, elles dépendent parfois de 3 voire 4 revenus. Ça peut être la ménagère, l'ouvrier, etc. Alors pour les finances, Massimo, vous aviez commencé à évoquer ces questions. Vous pourrez poursuivre. Vous pourrez faire un commentaire sur ce qu'a dit Nancy. Sur la base de l'enquête réalisée sur les clients IMF, il apparaît que les clients ruraux, notamment les producteurs, ont été moins affectés par le Covid que d'autres, avec moins de défauts de paiement. C'est une question excellente qui vient de Nadia Odamichi. Et pour ce qui nous concerne, fonds rural avec des prêts agricoles, eh bien partiellement, oui c'est vrai, mais il y a des problèmes partiels également dans le sens où l'on pourrait produire par exemple du riz, des pommes de terre, du quinoa, des haricots et les vendre sur les marchés. Ils ont été moins affectés. Et en fait, notre portefeuille s'en sort très bien pour être honnête cette année, très bien même. Mais les autres clients ruraux qui faisaient partie des services de transport ou des réparations ou des produits frais, produits qui ont finalement pourri dans les champs, eux, ils doivent souffrir. Massimo, tout à fait. Et simultanément, il y a 2 problématiques, de façon très générale, sans appliquer cela à toutes les IMF. Moyen terme, long terme. À moyen terme, les prêts respectent l'approche saisonnière. Et donc, la question... Oui, Michael? Non, allez-y, je continuerai après. Le point suivant. Ce que nous avons observé auprès de différentes institutions avec lesquelles nous travaillons, les institutions financières essayent d'appliquer des moratoires avec un report de paiement. Donc, il y a une restructuration des prêts, notamment pour les agriculteurs, en raison de l'exposition au risque du portefeuille concerné. Et c'est pour cela, je pense que par rapport à d'autres secteurs, il semblerait que les remboursements n'aient pas été affectés pour autant. 2 points encore et on passera à l'écran suivant puisqu'il y aura une transition toute naturelle. Alexandra Sanchez, Indonésie. Merci Alexandra. On travaille là-bas aussi en tant que Rabobank. Donc je vais essayer de répondre directement. En Indonésie, on a réussi à faciliter la communication à distance via une application sur base de téléphonie cellulaire. Alors, effectivement, il y a des initiatives de ce genre qui existent. En Afrique, il y a plusieurs technologies de communication par téléphone portable et de systèmes de paiement, même si je dois te dire que l'approche est double. Elle est à la fois négative et positive. L'aspect de la communication et des fonds. L'aspect positif, c'est qu'on peut poursuivre l'échange de liquidités, on peut maintenir les affaires. D'autre part, il y a un grand groupe cible, des centaines de millions de personnes qui sont exclus, ils ne sont pas encore inclus. Ils sont exclus et connaissent des retards. Donc, Massimo, un peu plus peut-être du côté de la FAO. Est-ce que vous avez fait l'expérience des paiements mobiles et plateformes mobiles? Comment est-ce que ça a fonctionné?
pense surtout aux plateformes de commerce en ligne qui sont en train de gagner en importance en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, etc. Ces plateformes permettent de surmonter certains obstacles, par exemple l'absence d'intermédiaires, mais en même temps, de manière plus générale, si je pense à l'Afrique subsaharienne, je ne pense pas que l'existence des plateformes en tant que telles permette de réduire les effets de la pandémie sur les échanges commerciaux. Merci. Laura, je vais vous donner la parole. Désolée de vous interrompre. Oui, pas de souci. J'apprécie que vous ayez repris ces questions. Une question de Patricia Richter qui est intéressante. Merci pour la ventilation des différentes chaînes de valeur. Alors, absence d'effets saisonniers. Que peut-on faire pour faire face à la non-disponibilité de certains produits pendant une certaine période? Alors, est-ce que l'on peut regrouper les commentaires de Nancy sur les défis immédiats, sur la reprise, le point de vue de Patricia pour les prochaines diapos, parce que nous allons passer en revue justement ces points. Et il y a déjà quelques réponses qui sont esquissées ici. Massimo. Alors, défi immédiat pour des petits exploitants au moment où l'activité reprend. Alors, cela dépend des pays et du type de reprise dans certains pays. Les banques centrales et les gouvernements ont octroyé des subventions, des lignes de crédit aux banques, aux exploitants, pour que le financement soit disponible pour les agriculteurs. Mais cela dépend des pays, évidemment. Alors l'Union européenne, ce qu'elle fait pour les États membres, ce n'est pas ce que peuvent faire des banques de développement dans d'autres régions du monde. Donc, il y a encore certainement une diminution des financements et donc les difficultés d'accès au financement à des fins agricoles va se poursuivre. Et puis il y a également les effets sur les transports et la logistique. En fait, quand nous parlons avec des investisseurs et des prestataires, nous essayons de voir quelles sont les principales raisons pour continuer à investir. Bon, dans une crise, c'est vrai qu'il y a toujours des opportunités, mais tout de même, le secteur agricole est particulier. Il y a tout de même des acteurs qui ne sont pas couverts, qui sont trop petits pour le système bancaire. Ces personnes-là seront davantage impactées, auront davantage de difficultés à obtenir l'accès à des financements. Et donc ces problèmes ne sont pas nécessairement résolus. Michael, pour les investisseurs. Alors, nous sommes en plein milieu de tout cela. Merci Nancy, merci Patricia pour les questions que vous avez posées. Et que pouvons-nous faire en tant que prêteurs sociaux, en tant que bailleurs de fonds, en tant qu'investisseurs, en tant que banque? En fait, la réponse est plurielle. Premièrement, à court terme, il faut restructurer certains
Après, surtout s'il y a des problèmes de liquidité. Et puis, il y avait une question sur les produits agricoles. Bon, comme il y a de plus en plus d'interrelations entre chaînes de valeur, on voit tout de même une intégration de services et une intégration de différents acteurs. Donc, les fournisseurs et d'autres acteurs sont de plus en plus liés. Donc, ils doivent proposer quelque chose en termes de crédit. Donc, nous voyons des évolutions. Et puis, au niveau des chaînes de valeur, on observe une plus grande intégration. Les PME, en amont et en aval, jouent un rôle plus important pour prester des services. L'on observe des plateformes. Alors, ils ne travaillent pas nécessairement avec des produits frais ou des produits locaux. On le voit pour le café, le cacao, donc des plateformes qui commencent à s'établir et à combler des lacunes, y compris en termes de financement. Dans certains pays, et là ce sont plutôt des pays à revenus moyens, supérieurs, il faut qu'il y ait une population qui ait des moyens, il y a un regain d'intérêt pour certains éléments, à savoir les consommateurs peuvent avancer les paiements pour certains produits, céréales, riz, etc. Donc on voit également ce type d'éléments, donc des avances qui sont effectuées. Une question de David Castellani de l'Université de Bergamo. Et le portefeuille des produits agricoles s'en est mieux sorti que d'autres dans certains cas. Certains IMF voient l'opportunité de s'intéresser à ce segment, enfin à ce secteur également, le secteur agricole. En fait, nous essayons de fournir une assistance technique, d'aider les IMF pour encourager cette évolution. Et donc, s'il y a des IMF qui souhaitent saisir ces opportunités, nous pouvons apporter un soutien. Et pourquoi le portefeuille des produits agricoles se porte mieux que d'autres? Parce qu'il s'agit d'alimentation. Nous devons tous continuer à nous alimenter. Et puis il y aura encore des épisodes à l'avenir, certains phénomènes auxquels on peut s'attendre. Mais c'est vrai que certaines IMF sont encore un petit peu réticentes. Donc voilà, je vais passer la parole à Massimo. Alors, du point de vue d'une organisation de développement, et c'était également la question de Patricia, je pense, nous travaillons main dans la main avec des gouvernements dans les pays membres, et le conseil politique que nous fournissons et le type de soutien que nous proposons avec d'autres organisations, c'est d'intervenir au moins à 3 niveaux. Premièrement, élargir et proposer des systèmes d'assistance alimentaire. Donc, il faut mobiliser des programmes pour acheminer des denrées alimentaires. Et deuxièmement, soutenir les petits exploitants pour qu'ils puissent améliorer leur productivité et pour qu'ils puissent commercialiser leurs denrées, via le commerce en ligne également, via ce canal.
Et c'est le fruit d'une coopération entre le gouvernement et le secteur privé. Nous devons veiller à ce que si des plateformes de commerce en ligne fonctionnent bien, il faudrait veiller à les élargir et c'est une piste suivie par des gouvernements également. Ensuite, garder en vie les chaînes alimentaires en résolvant des problèmes logistiques. Par exemple, la composante logistique des chaînes de valeur doivent être vérifiées. Alors, il s'agit d'un élément essentiel. Il est important qu'il y ait du soutien pour le secteur logistique. Michael, je vais vous contredire un petit peu pour que la discussion reste intéressante. Je pense que ceci nous avons déjà couvert. Alors, les contributions des participants sont intéressantes et nous pouvons passer à cette diapo. Oui, je pense que les personnes expérimentées connaissent déjà la réponse à ces questions. Je propose plutôt de passer à la prochaine diapo. Voilà une diapositive clé. Massimo, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, simplement, les choses ne sont pas aussi rapides comme on pourrait le souhaiter. Donc vous avez cité quelques éléments et tout ça est lié aux questions de Nancy, Patricia, David et deux autres intervenants. Oui. Oui, notre département innovation s'intéresse justement à ce volet innovation, mais les promesses technologiques, bon, la technologie existe, c'est très bien, mais il y a tout de même des limitations en termes de prix et de tarification. Par exemple, alors, de la production d'huile de palme, alors, le prix par hectare reste important pour un petit exploitant. Donc, c'est un travail qu'il faut faire et il faut proposer des solutions. Mais ça va prendre encore une dizaine d'années. Même chose pour les plateformes. Bon, des plateformes qui ont été lancées pour le cacao notamment. Mais pour d'autres produits, cela prend du temps. Donc, il y a 4 ou 5 choses que l'on peut faire pour répondre à la question. Mais nous pouvons proposer d'autres instruments financiers en tant que prêteurs sociaux, des possibilités de financement à plus long terme. Ça semble très simple. Des financements de silos, d'infrastructures de stockage pour que les chaînes d'approvisionnement soient plus courtes. Les gens veulent savoir d'où proviennent les denrées alimentaires, donc nous pouvons nous concentrer sur ce volet. Autre système, autre piste, la résilience au changement climatique. Voilà, je vais vous donner la parole dans un instant, mais j'aimerais juste revenir sur une question posée par Ben ou David.
Oui, il a rajouté ce qu'a dit David. Oui, il confirme la tendance. Donc de plus en plus d'IMF proposent donc des financements dans le secteur agricole. Effectivement, en Birmanie, on finance 3 IMF, mais je ne peux pas parler de l'impact. C'est trop précoce. Donc c'est vrai. C'est trop tôt pour le dire. Dans les Philippines, en Amérique latine, en Birmanie, au Mexique, en Amérique centrale, ça existe, mais on n'en connaît pas encore l'impact. Massimo, on continue. On arrive au volet optimiste, disons. Enfin, disons la vision à long terme que nous, financiers, investisseurs, organisations de développement, voyons peut-être. Les systèmes alimentaires, le mode de production, de consommation alimentaire sera central pour respecter l'agenda 2030 de production durable. En 21, il y a le Food System Summit qui est assez ambitieux avec des objectifs d'investissement dans un système inclusif. C'est un objectif très ambitieux, mais la notion de ce sommet reflète les préoccupations croissantes liées aux effets sanitaires qu'ont les régimes alimentaires et les dégâts que causent les systèmes de production alimentaire déséquilibrés sur le climat. Et même la pandémie d'ailleurs. En partie, elle est due à ce système alimentaire complètement déséquilibré qui représente des effets considérables, catastrophiques sur des millions de petits exploitants. Et donc cette crise doit être une opportunité qui doit nous pousser à changer le regard que l'on jette sur le mode de production alimentaire pour transformer les systèmes de production et les aligner plus avec les objectifs de développement durable. On a connu la croissance et la richesse sans fin. Or, on a des milliards de personnes qui ont faim, 2 milliards de personnes qui sont en surpoids. Donc il y a des problèmes, des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et on doit présenter les bonnes incitations avec des interventions permettant de faciliter un environnement réglementaire, des facilités de création d'emplois, intervention sur les obstacles commerciaux, etc. Et d'autre part, ces incitations doivent être accompagnées de critères de durabilité. Tout doit être durable, cela va sans dire. Les investissements devraient être mus par des opportunités d'investissement pour surmonter l'équilibre habituel, profitabilité, et durabilité sociale, environnementale d'autre part. Non, l'investissement doit générer les deux. Et il faut trouver les voies et moyens. Il y a tant d'acteurs qui y travaillent d'ailleurs aujourd'hui. Michael, qu'en pensez-vous? Je suis trop optimiste? Non, non. Et merci de me rendre le microphone puisque c'est une bonne transition pour arriver à la fin et à résumer. On évoque l'aspect multinational. Bon, la FAO est un acteur mondial. Il est bon de promouvoir ces idées parmi tous les membres, tous les États. C'est comme cela qu'il faut procéder. Moi, je redescends à mon niveau simple, au niveau du banquier de base. Même si on n'est que dans 40 pays, c'est quand même un défi incroyable. Et je peux commencer par différents aspects négatifs et positifs. Oui, on a une banque
Oui, on finance le soja au Brésil avec la déforestation, l'Amazonie, les produits qui arrivent en Europe, trop de production de méthane, etc. Bon, on peut commencer par là. En tant que banque, nous sommes conscients de la problématique, des déséquilibres qui affectent la chaîne de valeur et les politiques négatives du système européen également. Et des subventions qui ne sont pas appropriées et qui déséquilibrent le système de production. Il y a 20 ans, on se disait « Oh, c'est ridicule tout ça ». Maintenant, eh bien, ce sont des éléments qu'on inscrit au centre même de nos préoccupations et de nos politiques. Par exemple, la consommation locale. Avant, on aurait pu dire « Oh, tu es zen, tu es idéaliste, etc. » Mais maintenant, c'est tout à fait sérieux. Hein? Même si je suis à Amsterdam, regardez l'Italie avec la Coop. Un grand supermarché qui s'appuie sur des produits locaux. C'est vraiment pris au sérieux. Idem dans plusieurs pays. Mais à Rabobank, on s'est dit, on ne peut plus tout simplement déplacer les aliments partout sans savoir, sans retraçage. Surtout quand on sait que la population mondiale, il y a 5 ans en tout cas, vivait plus dans les villes que dans les campagnes. On a 12 villes de 20 millions de personnes. Il faut organiser donc le système alimentaire en pensant aux eaux usées, aux déchets. Tout doit être réutilisé, recyclé, etc., réduit. Il faut travailler sur des systèmes plus intégrés. Alors, il faut commencer tout petit, bien sûr, dans notre propre environnement. Amsterdam, Milan, Bergame, pourquoi pas. Commencer un peu partout et avoir cette approche plus systémique. Et en tant que bailleur de fonds également, nous devons avoir cette approche. Même en tant que simple bailleur, effectivement, on a des mesures d'impact. Il faut avoir le courage de dire non, nous refusons l'octroi si ce n'est pas positif, si c'est dangereux. Il faut étudier l'impact de notre financement afin que l'impact soit durable. Nous devons voir les impacts à long terme et financer plus ce qui est de nature à développer l'écosystème. Et je peux traduire vos 4 points de votre transparent en critères de prêt pratique. Une dernière remarque, Laura, peut-être? Oui, il y a une contribution de Patricia à nouveau. Les exigences, les critères de durabilité. Quels seraient ces critères pour des investissements qui maintiennent un système équilibré? Elle dit que nulle part elle n'a vu une telle approche systémique dans les systèmes de financement. Pas encore. Si vous me permettez de répondre en premier, le travail que nous faisons, non seulement a un impact sur les investisseurs, mais bon, déjà les investisseurs privés, mais avant tout, on a besoin de lignes directrices. On a besoin d'indicateurs au niveau national. Comment investir dans les PME de façon durable? Et le travail que l'on fait en tant que FAO, c'est un travail normatif. Identifier les lignes directrices, les règles, les logiciels, les principes, les indicateurs. La durabilité, ce n'est pas que l'environnement. Alors bien sûr, il faut que ça le soit. Mais c'est également l'aspect social, ce qui est rattaché au chômage des jeunes, l'égalité homme-femme, mais au côté environnemental aussi. On travaille sur les PME qui ont des systèmes de gestion durable pour essayer de les profiler. Alors, nous pouvons, en tant qu'FAO, accompagner ce type d'investissement pour qu'il soit de plus en plus durable. Mais j'aimerais vous dire que le nombre d'institutions financières et d'investisseurs qui se tournent vers nous est croissant. Il doit y avoir une raison. Michael, vous me confirmez? Je n'ai pas ça en tête, mais je l'ai vu cette semaine.
je ne sais pas comment le dire, 150 banques au niveau mondial, organisations, etc., avaient souscrit un nouveau niveau minimum de critères de durabilité. C'est un accord qui a été passé hier, mais c'est à vérifier. Eliseo Carion avait évoqué la question. Il faut que ces principes soient amenés au niveau local, exploitants, sociétés locales, consommateurs, producteurs, pour regrouper tout le monde. Eliseo a dit quelque chose de très intéressant. Je l'en remercie sincèrement. Vu l'impact et les contraintes qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement, est-ce que le contexte va être favorable au développement de coopératives qui pourront avoir plus de membres, à une connexion des exploitants? Eliseo, c'est un sujet dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi en Allemagne. Mon grand-père était actif dans une coopérative. J'ai 65 ans, ma génération, mes parents, dans les années 60, se sont élargis, on produit de plus en plus, mais maintenant, aujourd'hui, on essaye d'assurer une mise en réseau pour avoir des interactions plus directes, plus locales. Et c'est peut-être une nouvelle ère de coopérative ou de communauté d'intérêt qui peut arriver à surmonter ces contraintes qui peuvent être liées au niveau de la consommation locale ou de la production locale. Et en tant qu'acteur local, on connaît les niveaux sous-régionaux, l'Éthiopie par exemple, Corne de l'Afrique. Sans voyager partout, on connaît certaines régions et on sait que 2-3 pays regroupés peuvent être bien plus durables dans la production alimentaire. Donc oui, les coopératives peuvent apporter un grand changement et apporter leur contribution indispensable. On le voit partout, en Amérique latine, en Asie. C'est lié aussi aux ONG qui apportent leur assistance technique pour promouvoir ceci, pour développer une organisation basée sur l'approche communautaire. Laura encore, puis Massimo. Massimo, un petit commentaire de Claire. L'agricologie. La FAO devrait plus étudier cette question, on le promeut, mais également les légumes locaux, indigènes. Dans certains pays, ils sont en croissance et la chaîne de valeur courte est de plus en plus importante. On peut investir sur des céréales locales qui ont un impact nutritionnel. Par exemple, la renaissance du quinoa ces dernières années, en Amérique du Sud, ou l'amarante. C'est ainsi qu'on peut investir de façon plus durable, je crois, et merci à Claire d'avoir évoqué cet aspect. Laura. Pour les deux intervenants, si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit, pour résumer vos contributions. Sinon, ce que je puis dire, c'est que c'est vraiment dommage de lever la séance maintenant, puisque la discussion commençait à devenir très animée. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants qui ont accepté mon invitation à apporter leur contribution. Et ma tâche d'animateur a été très allégée par les intervenants qui ont assumé des rôles très animés et interchangeables en relançant l'audience, etc. Alors, en tout cas, en mon nom, merci
tout le monde, et peut-être que Massimo et Michael souhaiteront dire un dernier mot s'ils le souhaitent. Non, je souhaite tout simplement vous dire merci. Je ne peux pas vous voir, ça me fait mal au cœur. Ce serait difficile. J'espère que l'année prochaine, dans 1 an, nous pourrons nous rencontrer physiquement, et notamment dans le monastère de Luxembourg, où nous pourrons continuer à discuter dans une de ces belles salles pour avoir un feedback, et nous apprécions grandement l'envoi de vos commentaires. Merci beaucoup. Massimo et moi-même sommes ouverts à d'autres discussions. Nous pouvons vous envoyer la documentation sur des critères sur l'agriculture durable. Merci Laura. C'était un grand plaisir. Massimo, merci beaucoup à tous. Merci Charles, merci Gabriela et Laura, qui a bien géré tout cela, et je pense qu'elle a autre chose à faire maintenant. Allez, on va la laisser partir. Merci beaucoup, au revoir.